Pour moi, ça a été un peu révélateur. Je me suis dit non, en fait, je peux pas continuer à faire ça. Ça a pas de sens pour moi. Donc c'est clairement pendant les confinements où je me suis dit il faut faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas continuer dans cette voie-là. C'est la meilleure manière d'être malheureux toute sa vie pour moi. Pourquoi pas moi? Enfin, pourquoi est-ce que je prendrais pas le temps de faire les choses qui me plaisent au lieu de les subir? Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Quel plaisir de vous présenter aujourd'hui Thomas. C'est encore une magnifique rencontre du podcast. On pourra dire que Thomas s'est cherché, pendant ses études, après plusieurs chemins de traverse, il se forme à la finance pour devenir contrôleur de gestion. Le confinement l'aura amené à réfléchir au sens dans sa vie. C'est décidé, il arrête de subir, il se met en mouvement et décide de créer son entreprise. Son envie profonde est d'aider les personnes à bénéficier de la puissance d'Excel. Thomas devient l'excelleur avec une communauté de plus de 178 000 followers sur Instagram. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Thomas Cogé. Bonjour Thomas. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Alors, pour me présenter, j'ai choisi ce que j'appelle un calendrier de vie. C'est en fait, simplement, c'est marrant parce que ça ressemble presque à un tableau Excel, c'est plein de cases. Donc, il y a 80 lignes, et sur chacune de ces lignes, on a 52 cases. Et l'objectif, c'est que chaque semaine, tu vas colorer ou remplir, tu crois ce que tu veux, une case qui correspond à la semaine qui vient de s'écouler. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose d'assez génial en termes de rapport au temps et de me dire, bon alors là, par exemple, tu vois, je suis à ma 31e ligne, dans quelques mois, elle sera complète. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai accompli? Et surtout, ça permet de voir en fait tout ce qui reste encore, tout le temps qui reste pour faire toutes les choses dont on rêve. Et l'idée, c'est pas de se dire, bon, il me reste autant de temps, mais c'est justement, c'est l'inverse, de me dire, il me reste que tant de lignes jusqu'à la fin de ma vie où je serai, parce que ça pourrait arriver demain en soi, ou alors peut-être que je dépasserai la fin du calendrier, puisque ça va jusqu'à 80 ans. Et ça, d'ailleurs, ça a été assez majeur dans ma manière dans mon passage à l'action et le fait de passer du salarié que j'étais à l'entrepreneur, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on peut pas toujours tout remettre au lendemain et il faut remplir ces cases de choses qui comptent vraiment. Et en fait, je me disais que à l'époque, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir raconter ou même qu'est-ce qu'on allait pouvoir raconter quand on parlerait de moi plus tard. C'est aussi ça. Par exemple, est-ce que ma fille, quand elle parlerait de moi, elle dirait oui, mon père, il était contrôleur de gestion dans une banque, puis voilà. Alors que l'idée, c'est que de créer sa propre aventure, créer son histoire et pas, entre guillemets, la subir. Parce que c'est un peu l'impression que j'avais sur le plan professionnel. Ouais. C'est amusant que tu choisis cet objet parce que j'ai créé un bilan de compétences mais avec une approche très très différente des choses traditionnelles, parce que l'idée c'est vraiment de se focuser sur déjà savoir qui tu es avant de savoir quel est le métier, et ça c'est l'étape numéro 2. Et je commence dans les modules d'introduction par la création d'un tableau comme ça, pour justement que les personnes prennent conscience qu'en fait, en effet, le temps passe vite, et j'ai beaucoup de retours de clients qui me disent soit genre waouh, ça m'a fait tellement flipper, d'autres qui m'ont dit j'ai encore beaucoup de temps, mais en effet quand tu as une conscience de ça, tu dis waouh, c'est alors moi je crois que la version que j'avais prise c'était la version trimestrielle, parce que du coup des trimestres il y en a encore moins et tu te rends compte que les cases elles se remplissent quand même très vite, et que clairement faut pas attendre un accident de la vie pour se dire j'y vais quoi, et pourquoi pas moi. C'est ça, exactement, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que au-dessus de ce calendrier-là, c'est marqué Memento Mori, qui est une locution latine qui veut dire souviens-toi de ta mort, mais dans le sens pas souviens-toi de quand t'es mort, parce que ça aurait aucun sens, mais souviens-toi que tu vas mourir, c'est sûr.
Le tout est de savoir quand. Alors ça, par contre, c'est la grosse inconnue. Et donc, ça pourrait arriver demain. Et du coup, à chaque fois, je me dis, est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai fait aujourd'hui et que si je meurs demain, je mourrai sans trop de regrets. Et ça change tout. Là, on n'est pas que sur le côté professionnel et accomplissement, etc. Mais même au niveau de la famille, je me dis, et si quand je lis une histoire le soir à ma fille, que je lui dis bonne nuit, que je l'embrasse et que je vais me coucher, et si moi demain je me réveille pas, et si demain elle se réveille pas, on sait jamais, hein, parlons de pas, enfin croisons les doigts, mais et ça change totalement le rapport des choses à comment on vit sa vie en fait. C'est une vraie gymnastique en effet intellectuelle de se dire ok comment j'ai envie d'appréhender les choses quoi. C'est exactement ça, ouais. Ça change toute la manière d'appréhender les choses et chaque situation. Ouais. Alors avant que tu aies ce mindset, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, où est-ce que tu as grandi? Oh, alors moi j'ai grandi dans la campagne picarde, à côté de Saint-Quentin, euh, dans une petite famille. J'étais le dernier de 3 enfants, donc j'ai un frère, une sœur et des parents qui ont mon père qui était dans la maintenance dans une usine d'un grand groupe alimentaire et ma mère qui travaillait dans un hôpital. Et j'ai eu une très bonne enfance, hein, vraiment, j'ai absolument rien à reprocher là-dessus. Euh, Après, c'est vrai que dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur en soi. En fait, c'est ça ce qui est assez marrant, c'est que c'est quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé sur les 50 dernières années. Je trouve c'est que à partir on se dit qu'à partir du moment où tu fais des études, que tu as un diplôme, et ben après ta voie elle est toute tracée parce que c'est comme ça que fonctionnait le monde avant. Donc tu savais que tu allais avoir une bonne situation, etc. Mais en fait maintenant c'est plus vrai parce que bah les diplômes se sont entre guillemets démocratisés. Enfin c'est pas du tout quelque chose de hors du commun entre guillemets ou d'inhabituel d'avoir un master d'une grande école par exemple. Et donc tout s'est standardisé. Et donc t'as plus cette courbe qui va vraiment t'amener vers le haut sur le plan professionnel. Il y a vraiment beaucoup plus d'efforts à fournir et il faut que tu sois aussi à la bonne place. C'est aussi ça que je pense qui est assez important. Et justement, il faut arriver à trouver cette place-là et arriver à trouver quelles sont ses forces. Est-ce qu'on est au bon endroit et est-ce qu'on a fait les bons choix? Et ça, c'est le plus dur, je pense. Et Parce que même je oui. rajouterais, tu vois, par expérience, c'est qu'en fait, il y a en effet là où tu as tes forces, tes talents, mais ça va encore plus loin, c'est là où en fait tu as du sens dans ta vie. Parce que, tu vois, j'en parlais récemment avec Camille Perrotte qui a gagné le meilleur pâtissier. Et Mhm. Camille, je la suis en fait depuis 2 ans. Et clairement, elle est excellente dans son métier de pâtissière. Mais là, elle commençait à s'essouffler parce qu'elle avait pas le sens en fait derrière pourquoi elle faisait de la pâtisserie. Et là, maintenant, elle est en train de s'ouvrir à faire des ateliers dans des hôpitaux. Enfin, donc il y a vraiment cette notion de se dire, ok, tu peux avoir le talent de quelque chose, mais quel est le sens derrière? Et tu vois, si tu prends la pâtisserie, par exemple. J'avais interviewé aussi Christophe Michalak et lui, son sens dans la pâtisserie, c'est d'avoir de démocratiser la pâtisserie. Donc, il a fait beaucoup de recettes. Enfin, ses livres de recettes sont vraiment dans la démocratisation de la pâtisserie. Donc, il y a beaucoup de gens. Bah, d'ailleurs, Camille avait appris entre autres, à pâtisser grâce aux recettes de Christophe. Et du coup, c'est hyper intéressant de se dire que dans un même métier, en fait, tu peux avoir les talents, mais si tu ne sais pas le pourquoi tu le fais, et ben il y a un moment tu vas t'essouffler et ton corps va te parler et voilà, donc vraiment ce why est essentiel pour pouvoir se sentir à sa place. Ouais, c'est tout à fait ça. Faut trouver son grand pourquoi. Mm. Et je pense que il y en a beaucoup, quand ils se pensent à ça, ils définissent le grand why de Simon Sinek, c'est ça, je Ouais, crois. exactement. En fait, je pense qu'il faut pas essayer de se placer soi ou même sa famille au milieu, parce qu'il y en a qui disent moi tout ça je le fais pour ma famille, pour mes enfants, et je pense que ça marche pas forcément. Euh, Parce qu'il y a plein d'autres manières de contribuer et d'utiliser aussi tes forces pour contribuer, enfin pour que tu fasses des choses pour ta famille. Mais par contre, là, tu vois, par exemple, bah, moi, ce que je fais, c'est pour les personnes que j'aide, celles qui du coup utilisent Excel au quotidien, puisque c'est ce que je forme les gens sur Excel. Et c'est ça mon grand pourquoi, c'est que actuellement, Excel c'est un outil vraiment génial, mais qui est un peu sous-utilisé, alors que c'est vraiment hyper puissant. Et du coup, l'idée c'est d'apprendre
des tas de bonnes méthodes, d'astuces, etc., pour vraiment permettre aux personnes qui utilisent cet outil d'en faire un vrai levier en fait dans leur monde professionnel, et pas un boulet qui se traîne avec eux parce qu'ils sont obligés de l'utiliser. Et c'est ça en fait qui va vraiment me motiver et me pousser à toujours aller plus loin, parce que si on met juste sa famille au centre de ça, en fait, comment on peut servir ses clients si on fait que penser à sa famille, en fait? Je pense surtout aux clients avant de penser à ma famille derrière. Ouais, c'est un vrai équilibre. Et en effet, si tu dis, tu penses à ta famille, enfin, évidemment que la famille fait partie de ça, mais c'est vraiment un équilibre Mhm. entre. Aujourd'hui, quand on dit ouais, qu'on pense à soi, on dit que c'est de l'égoïsme, mais en fait, c'est le fameux truc où t'es dans l'avion et on te dit mets le masque à oxygène d'abord sur toi avant de le mettre sur ton enfant ou ton voisin. C'est en fait, si tu n'es pas bien toi, en fait, ta famille ne sera pas bien. Donc moi, c'est vraiment un travail j'incite vraiment les gens à faire, c'est de se dire, c'est pas égoïste de se dire, ok, comment je vais, enfin, tu vois, là en ce moment, je vis une période assez compliquée. Tout le monde me dit, pense à tes enfants. Je vais non, mais en fait, oui, évidemment que mes enfants, j'y pense, mais si moi je vais pas bien, mes enfants ils iront pas bien. Donc c'est pas égoïste de se dire, je prends soin de moi, quoi. Non, tout à fait, c'est ça, c'est prendre soin de soi, et après tout le reste ira mieux. Enfin, on sera plus disponible, plus c'est ça, on sera mieux et les autres seront mieux avec nous. En fait, c'est Exactement, ça qui est ouais. le plus important. C'est le deuxième effet qui se coule. C'est exactement le deuxième effet qui se coule, tout à fait. Et c'est vrai que ça se Et remarque. ouais, vas-y, J'allais dire, excuse-moi. ça se remarque parce qu'il y a des moments où, par exemple, alors moi, en fait, je suis tellement passionné par ce que je fais que des fois, quand il y a de longues périodes où je travaille pas, j'ai envie, tu vois, d'être là pour faire avancer la machine et qu'on aille de l'avant. Et en fait, je me rends compte que je suis un peu moins disponible mentalement, etc. Même si physiquement je suis là, mais je me rends compte que je suis un peu moins présent. Et donc ça, c'est un truc sur lequel il y a un travail à faire de tous les jours. Mais c'est vrai que ça a un impact assez impressionnant, en fait, de se dire que, par exemple, quand tout va bien dans l'entreprise, que je sais qu'on avance, que ça va super bien, et ben là, ça va 100 fois mieux, en fait, hein. Parce qu'on est plus disponible, on est plus à l'écoute et on n'a pas tout le temps ses pensées dans la tête. Donc c'est un double effet qui se coule. Et en plus, tu es un homme, donc tu arrives à partitionner. Parce que nous, en tant que femmes, la charge mentale, on se l'accumule, on se l'accumule. Donc, Ouais, oui, c'est pas évident de faire la différence entre les deux, surtout que on a tout le temps le téléphone dans la poche, et du coup, surtout que moi j'ai Instagram, c'est mon principal canal d'acquisition, et on a toujours ce réflexe, on déverrouille le téléphone, on est dans le canapé, on sait pas ce qu'on est en train de faire, et boum, on ouvre Instagram, TikTok ou autre, on va regarder les mails forcément, parce qu'il y en a peut-être un qui est arrivé qui est important, et on se replonge tout le temps dedans, et c'est pas évident de se dire aussi, enfin de partitionner comme ça en soi, parce que on est, même si je suis à la maison, je suis plus censé travailler, techniquement je suis encore en train de travailler parce que je vérifie un truc ou autre, et même en soi faire de la veille, c'est du travail quand même, en fait. ouais. Et il y a c'est pas évident de faire ça, et je pense que d'ailleurs je vais prendre une bonne résolution pour mes prochaines vacances, c'est que faut que je trouve un moyen de verrouiller certaines applis et de pas pouvoir y accéder, ou alors tout simplement prendre un autre téléphone dans lequel j'aurai que les trucs vraiment perso et rien d'autre. Ah, tu te prends un Nokia 3310. Ouais, Comme ça, t'as ça pas peut de être la réseaux solution. sociaux. C'est vrai. Et quand t'étais quand t'étais un petit garçon, c'était quoi comme type de petit garçon? Alors moi j'étais un peu assez introverti, je le suis toujours, hein. Je me soigne entre guillemets, même si je pense pas que ce soit une faiblesse, mais c'est vrai que on est dans une société où être introverti, c'est pas censé forcément enfin, ça te porte plus préjudice que ça t'apporte d'avantages dans la vie, parce que on est dans une société où il y a du lien humain, et ça, l'intelligence sociale, tu vois, c'est pas trop mon truc. Je suis pas très fort là-dessus. Et c'est pour ça que donc quand j'étais petit, oui, j'avais pas énormément d'amis, j'en avais, mais c'était pas non plus le genre de choses. Enfin, c'était pas ma grande force, c'était pas ma facilité de me faire des amis. Après, j'aimais bien jouer seul dans mon coin. Euh, et j'aime bien c'est pas la solitude en soi, mais être seul avec soi-même, en fait. C'est ça. Enfin, j'aime bien la solitude, mais pas le fait d'être solitaire. Et ça, c'est deux choses très C'est différentes. différent. Faut avoir ce petit, ce moyen de repli pour s'enfermer dans sa petite caverne et être seul avec soi.
Ça, je trouve que c'est très, très, très important. Et en fait, j'étais comme ça dans l'enfance. Je le suis encore aujourd'hui. Bon, c'est moins exacerbé, mais ouais, c'est comme ça que j'étais quand j'étais petit. Puis voilà. Après, mon frère et ma sœur, on a 7 et 5 ans d'écart. Du coup, moi, ils étaient plus proches d'eux que moi, j'étais proche d'eux. Et du coup, ça a aussi joué, en fait. Et après, quand eux étaient partis faire leurs études, moi, j'étais le petit dernier à la maison avec son papa et sa maman. Et ça a aussi contribué à ça. Ouais. Et quand tu avais 6-7 ans, c'était quoi tes rêves d'enfant pour plus tard? Oula, mes rêves d'enfant pour plus tard. Alors, je pense que c'était de devenir éboueur parce que j'avais le camion de poubelle Playmobil que j'adorais. Et ça, c'était un de mes premiers souhaits de métier dans la vie. C'était soit ça, soit grutier. Évidemment, j'ai jamais fait aucun des deux vu la situation actuelle. Euh, mais j'y repense des fois. Je me dis, tiens, c'est vrai que c'est marrant. À Qu'est-ce quel qui te point plaisait dans on est ces métiers? conditionné. Ah, je pense que c'est surtout le fait qu'il y ait un jouet que j'associais directement à ça que je trouvais vraiment génial. Et après, quand on est enfant, on a du mal vraiment à s'associer, enfin, à se faire à l'idée d'un métier. T'en fais ce que tu vois. C'est comme quand tu penses aux avocats qu'on voit dans toutes les séries où et ça correspond pas du tout à la réalité des faits. C'est quelque chose de très différent. Et puis tu vas pas te retrouver au sein en train de défendre une personne qui était victime d'un complot international ou je sais quoi. Non, c'est le petit dealer du coin qui s'est fait pincer avec sa barrette de shit ou autre. Du coup, ça enlève beaucoup d'excitation à la chose, hein, forcément, mais on se fixe tout le temps des images sur des métiers où on se dit, alors si je choisis ce métier-là, et ça c'est pas que quand on est enfant, c'est même plus tard quand on grandit, ou surtout quand on commence à faire des études, les écoles nous vendent des trucs, on s'imagine des choses, et au final, bah non, on est dans notre open space à faire nos tableaux Excel pour une personne qui nous demande des choses, et la seule raison qu'on fait ces choses-là, bah, c'est parce qu'on nous les a demandées, pas forcément parce qu'on a envie de les faire. Hmm. Et au moment du coup de choisir tes études, ça s'est passé comment pour toi? Ah, alors j'étais un énorme geek, mais à un point assez puissant. Et j'avais les cheveux longs à l'époque, c'était enfin ouais, un peu le préjugé. Tout le temps sur mon ordinateur, toute la journée, le soir, le week-end, dès que je pouvais, j'allais dessus. C'était ma caverne en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait un impact quand même, le fait de tout le temps m'enfermer là-dedans. Et que du coup, c'était peut-être pas une bonne idée de faire une carrière à la base, je voulais, enfin, j'aurais bien aimé faire du développement, etc. Tu vois, créer des choses sur un ordinateur. En fait, ça c'est un truc que j'aurais adoré faire. Et je me souviens qu'à l'époque, je m'étais fait une réflexion, je me suis dit que socialement, j'étais déjà pas très, enfin, j'avais pas des compétences sociales très développées. Et si mon métier c'était, ça continuait d'être tout le temps sur un ordinateur et pas avoir de relationnel ou autre, ça serait un peu compliqué pour moi plus tard. Et je savais que j'avais un certain bagage, enfin des compétences sociales à développer. Euh, et du coup, je me suis dit non, je vais pas faire un truc dans tout ce qui est développement, école informatique, etc. Et alors, moi, je me suis pas mal orienté. Enfin, c'est resté dans le même champ, mais à chaque fois, je trouvais pas exactement le diplôme que je voulais. J'ai commencé par un BTS banque que j'ai arrêté au bout d'une semaine. Je me suis dit non, en fait, faut parler à trop de clients, ça me va pas. Donc tu vois, je me suis dit il faut que je fasse un truc où il y a plus de relationnel. Une fois que j'étais dedans, je me suis dit non, 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 ça va pas m'aller. Après, j'ai fait un Du coup, tu as semestre de. arrêté au bout d'une semaine, comment t'as rebondi? Du coup, tu fais une année à vide Non, ou t'as- j'ai fait une demi-année à vide, en fait, à vrai dire. En gros, j'ai fait 7 semaines de BTS Bank et juste après, j'ai intégré une licence éco-gestion. Parce que l'économie, je trouve ça vraiment passionnant. Et je me suis dit, bah, c'est génial de faire ça. Après, du coup, j'ai fait ce semestre là-dedans et je me suis rendu compte que, au final, c'était trop, théorique et que ça manquait de pratique, en fait. On commence ça et on sait pas vers où ça va nous amener. Ce qui est normal parce que c'est tellement étendu et que la sélection elle va surtout se faire en fin d'études. Et donc j'ai fait ça pendant un semestre et à la fin de ce semestre-là, je me suis dit non en fait j'aimerais bien être expert comptable parce que ça j'aime beaucoup le côté données chiffrées, ça c'est un truc ça me parle toujours. Et le fait d'être en fait l'expert comptable, j'avais interviewé un expert comptable parce qu'on devait faire des interviews de métier en lien avec l'économie, du coup j'étais un groupe et on avait décidé de faire ça. Et j'avais conduit une interview et il m'avait dit qu'en fait l'expert comptable c'est le médecin généraliste de l'entreprise.
C'est-à-dire qu'il va établir un diagnostic et il va dire, bah alors là, actuellement, il y a ça dans l'entreprise, il faudrait peut-être plutôt le corriger de telle manière, telle manière. Et j'ai trouvé l'analogie vraiment bluffante et j'avais vraiment envie de faire ça. Donc, je me suis lancé dans des études de comptabilité que j'ai repris après, en septembre. Et ces études-là, bah, ça m'a bien plu parce que vraiment, l'idée, c'est d'être au cœur de l'entreprise et comprendre vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur parce que au final, ça peut être assez obscur au final quand on n'est pas dedans. Et je trouvais que la comptabilité, d'avoir vraiment ces chiffres derrière, c'est une bonne manière de pouvoir aider l'entreprise à avancer. Et tes parents, comment ils ont réagi là cette année, là où au bout d'une semaine et au bout de 6 mois, t'as arrêté? Oh, ils étaient un peu déçus parce que enfin déçus et surpris en fait. Il y avait déçus parce que dire bon, ça fait entre guillemets une année de perdu. Quand on est jeune, on trouve que ça a beaucoup d'importance et avec l'âge, on se dit en fait c'était nécessaire, c'est un parcours normal. Et surtout surpris dans le sens où en fait je suis pas fait pour être comptable en soi. C'est pas, je manque de la rigueur nécessaire. C'est ça, c'est la rigueur principalement. J'ai pas la rigueur nécessaire pour faire ça. C'est faire tout le temps la même chose de la même manière. Ça me ressemble pas. En fait, s'il y a un process, moi, je vais le respecter au début et après, j'essaierai de faire, je ferai ma sauce. En gros, c'est ça, ce qu'il y a derrière. Et du coup, ils étaient surpris de me voir là-dedans parce que bah c'est vrai que comptable c'est vraiment très rangé. C'est un peu ranger des chiffres dans la bonne boîte en fait en soi. Euh, Dans un premier temps. Après, il y a quand même tout un travail derrière d'optimisation fiscale, etc. Enfin, et du coup, je comprends qu'ils étaient surpris et je m'en suis rendu compte au bout de quelques années quand même. Ça a mis un moment parce que j'ai fait du coup tout ça j'ai fait un BTS en alternance, licence en alternance, et après je me suis dit bon. Les études, c'est bien, mais bon, c'est un peu relou. Surtout qu'il y avait beaucoup de droits et franchement, c'était pas ce qu'il y avait de plus passionnant. Du coup, je me suis dit, bah allez, je vais travailler un an en entreprise. Du coup, j'ai bossé en CDI dans un cabinet comptable et je me suis rendu compte qu'en fait, le fait de juste je me retrouvais pas forcément là-dedans. Déjà, ça faisait pas jouer mes forces là-dedans. Plutôt mes faiblesses, donc c'était pas forcément l'idéal. Si on veut avoir un peu de succès professionnel, c'est pas ce qu'il faut faire. Et donc je me suis dit, bah, je vais me réorienter. Et je suis allé vers un master finance, contrôle de gestion. Et ça, par contre, je me suis vraiment plus dedans. Déjà, parce que d'un côté, en fait, le comptable, ce qu'il va faire, c'est qu'il va établir tout le bilan de l'entreprise. Donc en fait, il va faire la photo de l'entreprise. Et le contrôleur de gestion, bah, il va prendre cette photo-là et il va essayer de l'analyser, de se dire, alors ok, on est là aujourd'hui, si on veut aller arriver à plus 10% par exemple, selon la prévision du directeur général, ce qu'il a mis en place dans sa stratégie, et ben il va falloir qu'on fasse ça, et arriver à comment dire, à orienter le canon pour toucher la cible. En fait, c'est un peu ça. Et du coup, ça j'ai vraiment bien aimé parce que c'était plus, on était vraiment plus dans de l'analyse plutôt que dans de la production, de la construction derrière. Et ça m'a vraiment plu. Puis surtout, j'étais sur Excel toute la journée, donc là c'était le grand kiff pour moi. C'était génial. Et donc j'ai fait ça. Et après ce master-là, que j'ai aussi fait en alternance dans un groupe bancaire. Bah, j'ai été recruté, enfin embauché en CDI, toujours dans le même groupe, mais dans une autre filiale, où j'étais donc contrôleur de gestion. Et ça me plaisait bien, hein, ça me plaisait bien. J'ai fait 2 ans là-bas. Donc je dis ça me plaisait bien, mais j'ai fait 2 ans entre guillemets, mais parce que j'avais besoin de plus en fait. Il y a ce côté où on est assez vite enfermé, où on se cantonne à faire certaines tâches, etc. Et sauf qu'en fait, je me rends compte que des fois, je suis un peu un chien fou. En fait, j'ai besoin de faire plein de choses très différentes et variées. Mais sauf que si tu prends en fait, c'est très politique le monde de l'entreprise, surtout quand tu es dans des grands groupes. Et du coup, si tu prends des initiatives qui sont hors de ton champ des tâches qui sont attribuées, eh ben on va te le reprocher parce que ça pourrait porter préjudice à une autre personne. Alors que pourtant ça pourrait faire avancer l'entreprise, mais il y a toujours ce jeu politique qui est en place et qui est assez déplaisant, surtout que c'est pas du tout quelque chose auquel je prenais plaisir à prendre part, c'est plutôt quelque chose que je subissais. Ouais. Et du coup, ça a été quoi ton dernier poste avant cette vie d'entrepreneur?
Ah bah c'était celui dont je viens de parler. Donc j'étais contrôleur de gestion. En gros, ce que je faisais, c'était calculer, évaluer, prévoir tout ce qui est la rémunération des comment ça s'appelle, des courtiers par lesquels la banque passait. Parce c'est une banque qui vend un produit qui est distribué à 90%, peut-être même un peu plus, par un réseau de courtiers, enfin plusieurs réseaux de courtiers, donc, et bien, ils sont rémunérés sur chaque dossier, donc à chaque fois, je vais calculer le montant de la commission, etc., vérifier la fiabilité, les hypothèses de renta, si on augmentait le taux de com, etc. Donc, et en plus, j'appuyais sur le bouton tous les 15 jours où il y avait quelques millions qui partaient pour les rémunérer. Et c'était mon dernier poste parce que ça faisait déjà plusieurs années que je m'intéressais à d'autres alternatives, en fait. À la base, je me disais, enfin, j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat, et cette démarche vers le monde de la comptabilité, c'est aussi en lien avec ça, parce que à la base, je voulais être expert comptable. Bon, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand ils finissent régulièrement à minuit, 2 heures du matin, c'est peut-être pas trop ce que j'ai envie de faire, même si après, je suis peut-être pas tombé sur les bons exemples. En fait, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est d'être auprès d'entrepreneurs, et parce que j'aurais bien aimé le devenir moi-même. Maintenant, c'est le cas, j'ai cette chance-là. Mais seulement, je savais pas du tout comment faire, parce qu'en fait, tout ce qui est finance, chiffres, etc., bah, ça t'apprend pas du tout à vendre un produit. Et justement, je me souviens, il y avait nos profs en école de commerce qui essayaient un peu de pas de nous monter contre les marketing, mais un peu de faire du tribalisme, tu vois. Il faut qu'il y ait un ennemi dans une tribu, et du coup, c'est les marketeurs, les vendeurs de rêves, entre guillemets, alors qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est une compétence clé, le marketing. Tu peux être bon en marketing et nul sur tout le reste et arriver à construire quelque chose. Alors que si t'es bon sur tout le reste mais que t'as pas le marketing, bah, ça va être vraiment très très compliqué. Et du coup, en fait, j'ai découvert ça et je me suis formé à tout ce qui concerne le marketing, enfin digital principalement. Au Tu début, t'es je formé pensais sur comment? je me forme en ligne, surtout à grands coups de recherche sur Google. C'est ma manière de fonctionner, hein. C'est aussi comme ça que j'ai appris Excel. C'est un process très long, très compliqué, mais ça marche bien. Ça marche bien. Enfin, ça correspond à ma manière de fonctionner, surtout. Récolter énormément d'informations et après arriver à les synthétiser et vraiment comprendre le truc pour essayer d'en faire un espèce de framework, en fait. Et donc je me suis formé là-dessus. J'ai appris. Bah, à la base, je voulais essayer de mettre en place mon tout premier projet, c'était ah ouais, il y a- c'était juste avant le Covid. Je précise parce que du coup ça a son importance. Donc, tu étais encore en poste? J'étais encore en poste, ouais, c'est ça. Donc c'était janvier 2020, j'avais lancé ça. Alors en fait, c'était un site de mise en relation entre des prestataires et des personnes qui ont un certain besoin. Et là, je me suis dit, pour démarrer, je vais essayer de faire juste une niche très précise. C'était genre la location de matériel du style château gonflable. Tu vois, t'as un événement dans, je sais pas, dans une commune ou autre, où t'as un événement familial et du coup un anniversaire, tu veux louer un château gonflable. Et bah du coup, comment tu trouves quelqu'un? Et bah ça c'est un peu la galère, parce que soit tu vas sur le Bon Coin ou alors tu vas sur Google, et en fait t'as il y a une compétence surtout sur Google qui est du SEO, donc apprendre à faire en sorte que ton site il se référence et il arrive en haut des résultats. C'est un truc qui prend beaucoup de temps, qui est compliqué et long à mettre en place. Et donc je me suis dit, bah tous les acteurs de ce marché-là, ils ont pas forcément de compétences qui les met en avant là-dessus. Du coup, si j'arrive à faire en sorte qu'il y ait un site qui rassemble tout le monde et qui rassemble tous les acteurs derrière, et que comme ça, les clients entrants, ils viennent, je les mets en relation avec une personne, et après, moi, je perçois une commission. Dans ce cas-là, bah, ça pourrait être intéressant. J'avais commencé à faire ça. Je commençais à avoir quelques clients qui rentraient. Il y avait rien de, enfin, c'était à chaque fois pour des dates à plusieurs mois. D'où l'important c'est de préciser que c'était en janvier 2020. Et bah du coup, décembre 2020, confinement. Mars Et 2020. mars 2020, oui, pardon. Mm. Pourquoi décembre Mars 2020, confinement. Et du coup, bah forcément, je me dis bon, ok, allez, on va tout arrêter, on va faire autre chose. Et du Donc ça, coup, sachant que ce projet-là, tu l'as développé le soir, le week-end, c'est ça, à ouais, le côté de ton soir, job, week-end, quoi. ouais, même le midi au bureau, pendant la pause, je faisais ça. Et c'est intéressant, même si je savais que ça allait pas forcément être un truc qui allait prendre de l'ampleur. Mais c'est intéressant déjà, en fait, de commencer quelque chose, un projet pour bah, développer un socle de compétences, en fait, et Ouais, puis se comprendre mettre le pied à qu'il peut y l'étrier, avoir quoi, se dire, c'est, ouais.
C'est ça, se mettre le pied à l'étrier. Et ça, je pense que c'est très important parce que si on fait juste des plans et où on analyse un marché, on se dit alors si on attaque le marché de ça avec ce positionnement-là, etc. On fait ce produit, ainsi de suite. Là, on peut faire énormément de plans, mais sauf que c'est juste des plans. Et si on fait que des plans, on fait rien. Après, c'est important de planifier, mais il faut quand même qu'il y ait de l'exécution derrière. Donc je me suis dit, allez, on va faire des choses qui sont assez faciles à mettre en place. Et voilà. Après, j'ai eu un autre projet derrière qui était basé plus sur l'affiliation. C'est de l'affiliation sur la location de serveurs de jeux, parce qu'en France, il y avait personne qui faisait ça. Et l'idée, c'était d'avoir un espèce de répertoire où on indique chaque hébergeur, ce que tu peux avoir chez eux, etc. Et après, il y a un lien affilié où je percevrai une commission sur chaque paiement qui se fait. Ça, je l'avais mis en place. Bon, ça prenait petit à petit, mais ça rapportait une centaine d'euros par mois à peu près. Et en fait, j'ai toujours eu envie de faire de te parler d'Excel en soi, parce que c'est un sujet qui me passionne vraiment. Je me souviens la première fois que je l'ai découvert, c'était en quatrième, j'ai été bluffé, je me suis dit, mais en fait, c'est aussi simple que ça, tu vois. Pour moi, créer des espèces, juste un calcul conditionnel, ça nécessitait énormément de travail derrière, et en fait, non, pas vraiment. Enfin, avec Excel, pas vraiment. Et j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, c'est bluffant. Et à chaque fois que j'avais l'occasion de l'utiliser, que ce soit pendant mes études ou dans ma carrière, je m'amusais comme un petit fou, en fait. J'étais super heureux de pouvoir utiliser ça. Et j'ai rapidement été la personne qu'on venait voir quand il y avait besoin d'une astuce ou d'un truc comme ça sur Excel, enfin de débloquer un problème en fait. Et même quand on me demandait pas, j'entendais quelqu'un dans le bureau qui disait oh je galère, tout, j'allais voir alors de quoi t'as besoin. C'est le collègue un peu relou qui vient s'immiscer là où t'as pas demandé de l'aide. Ou t'es bien content parce qu'Excel ça peut vite être tellement la galère quand tu connais pas que. C'est vrai, ouais. C'est vrai que ça peut vite être la galère. Et en fait, ça me motivait tellement, j'avais vraiment envie, tu vois, d'avoir un projet là-dessus. Et je me suis dit, tiens, peut-être former des gens, ça pourrait être intéressant. Alors après, j'ai réfléchi au fait d'être formateur. Je me suis dit, peut-être une activité à côté, ça pourrait peut-être être intéressant, peut-être pas. En soi, c'était pas forcément là où j'allais pouvoir puiser dans mes forces, parce que passer toute une journée avec des personnes à pouvoir parler, etc. C'est littéralement épuisant pour moi. Et puis en plus pour déjà c'est fatigant et puis pour un timide c'est ouais, c'est assez compliqué. Et donc je me suis dit il y a de plus en plus de formations en ligne qui apparaissent et c'est une très bonne manière de pouvoir parler de ça. Alors je me suis dit, en canal d'acquisition, en fait la première étape dans mon raisonnement, ça a été de me demander quel était le canal d'acquisition qui serait à privilégier. Alors je me suis dit, faire un blog sur Excel, il y en a déjà des centaines, c'est bouché entre guillemets. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais ça devrait nécessiter vraiment trop de temps pour viabiliser l'idée. Ensuite, il y avait YouTube. YouTube aussi, c'est plein, c'est rempli de monde qui parle d'Excel, et en fait, il y en a beaucoup qui sont un peu passionnés comme moi et qui ont pas forcément, eux, ils ont pas forcément d'intérêt financier derrière. C'est juste parce qu'ils aiment bien en parler. Du coup, ils en parlent. Ils sont très heureux de pouvoir échanger avec leur communauté. Du coup, c'était un peu compliqué d'aborder ça. Et ensuite, je traînais j'étais sur Instagram et ils venaient d'introduire les Reels, donc ce format vidéo qui était diffusé d'une manière assez différente de ce qui se faisait actuellement, qui ressemble très pour très à TikTok. Hein. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, en fait, il y a personne en France qui parle d'Excel. Et même dans le monde, en fait, il y avait juste Miss Excel à l'époque qui commençait, elle avait quelques milliers d'abonnés, peut-être 10 000. Là, on était en novembre 2020. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que en parlant d'Excel, elle a réussi à réunir 10 000 personnes. Et ce qui semble fou, en fait. Et aujourd'hui, elle a décollé, mais elle est à 650 000 à peu près, donc c'est un très gros acteur du marché. Et donc elle est américaine. Hein. Et en France, il y avait absolument personne. Il y avait quelques comptes par-ci par-là en anglais, mais qui perçaient pas forcément. En fait, il y avait pas de. On sentait que c'était un petit truc fait à côté, en fait, qu'il n'y avait pas eu tant d'efforts pour mettre ça en place. Et du coup, j'ai commencé. Je me suis dit, allez, de toute façon, la seule manière de voir si ça peut fonctionner, c'est de tester. Et j'ai commencé du coup à poster du contenu sur Excel, des petites astuces, etc. pour vraiment aider à mieux maîtriser cet outil-là et résoudre certains problèmes de personnes. Et en fait, il y a eu des retours étaient très très positifs au début. Il y a beaucoup de monde qui me disaient oh c'est génial, oh le mec il parle d'Excel sur Instagram. Ça a l'air tellement improbable. Enfin à l'époque c'était très improbable. Maintenant aujourd'hui, je trouve qu'en 2 ans Instagram s'est complètement transformé. C'est plus
là où on va poster des stories de nos vacances, etc., des repas de famille, mais c'est plutôt, c'est simplement une plateforme de contenu en fait. Et ça, c'est un truc que beaucoup de monde à qui j'en avais parlé au début avait un peu de mal à comprendre ça, c'est que pour eux, Instagram, c'était pas fait pour faire ça. Si tu cherchais à avoir du contenu sur Excel, à résoudre un problème, t'allais sur Google ou sur YouTube, et nulle part ailleurs. Alors pourtant, c'est un outil qui est utilisé par des centaines de millions de personnes dans le monde, et donc forcément, si elles peuvent avoir un petit conseil en plus, c'est toujours bon à prendre. Et donc je me suis lancé, et puis petit à petit, ça montait, ça montait. Au bout de quelques semaines, j'ai atteint 1000, ensuite 2000 abonnés. Je me suis dit, bon, c'est assez sympa de voir que ça peut prendre comme ça. Et après, je suis passé au format vidéo. Je crois que j'ai fait 90. Je me suis fixé un challenge, c'est pendant un mois, poster une vidéo par jour, du coup, sous ce format. Un réel ou une vidéo? Un réel. Ouais. Ouais. Tu peux, du coup, en plus, je postais sur TikTok en même temps, comme ça se fait double effet. Et donc, sur ces 30 jours, je suis passé de 2000 à 7, 8000 abonnés, un truc comme ça, je crois. Donc, ça montre vraiment la puissance des choses. Surtout que, j'étais le premier en France à parler d'Excel sur Instagram. Il y a d'autres acteurs qui sont arrivés aussi, qui ont connu une croissance très rapide comme la mienne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà aujourd'hui, le marché, il a tendance à pas se boucher en soi. Je vais pas dire se boucher, mais ça devient plus compliqué pour décoller. En fait, en soi, c'était juste, moi, je suis là, j'en parle. Écoute, je t'en parle. Il y a que moi ou il y avait 2 autres personnes à ce moment-là. Donc, on n'est pas beaucoup pour notre contenu. Et maintenant, il y a beaucoup plus de choix, donc on voit que ça devient un peu plus compliqué. Après, il y a encore de la place. Je suis sûr qu'il y a encore de la place pour d'autres acteurs sur le marché. Après, c'est juste une question de positionnement, de branding. Ouais, derrière. c'est une question de ton. C'est ça, exactement. Et je pense que du coup, mais c'est assez impressionnant de voir la rapidité de la chose, quoi. Je me dis, là, je suis à plus de 170 000 abonnés en même pas 2 ans, ce qui est un peu surréaliste. Moi, je me suis dit, quand j'ai démarré, si j'ai 10 000 abonnés dans 4-5 ans, c'est super, ce serait génial. Et après, au final, on est bien au-delà. Donc après, je peux être que je remercie toutes ces personnes qui apprécient le contenu et à qui ça fait plaisir de voir ces vidéos-là. C'est grâce à elles que je suis là aujourd'hui. Et du coup, donc là, tu lances le compte, ça commence à marcher. À partir de quand tu lances ta formation? Alors, la formation, elle est lancée à partir de juin 2021. En fait, de toute façon, quand j'ai démarré le compte, c'était pas juste pour parler d'Excel. Hein. C'est pour parler d'Excel, mais il y avait cette idée de pouvoir vendre un produit derrière, de pouvoir vendre une formation en ligne ou des prestations, mais ça a jamais vraiment. Ça prend trop de temps par rapport à la rentabilité des formations surtout. Donc je l'ai créé direct en sachant que j'allais proposer une formation derrière, et je l'ai fait en juin 2021. J'avais bossé toute la formation, tout le copywriting, etc. Et ça a assez bien pris. Enfin, elle me dit pour un premier, c'est un peu, je me suis prouvé que oui, on pouvait gagner de l'argent en parlant d'Excel sur Instagram et sur les réseaux sociaux en général. Et du coup, ça a été un peu un déclic et je me suis dit, ok, maintenant on met tout dedans et c'est parti. Quand tu dis on met tout dedans, tu quittes ton job? Alors ouais, j'étais à partir de mi-juillet, je crois, j'étais totalement libre entre guillemets de mon job et du coup à partir de ce moment-là, T'es parti avec le chômage? Ouais, avec le chômage, parce que j'avais fait, pour être transparent, j'avais gagné 6 000 € sur la semaine de lancement, sachant que en plus juste il y a vraiment le lancement, ça fait gros événement sur lequel on fait pas mal de ventes, et après c'est très calme, surtout qu'il y a juillet et août, c'est pas là où on fait vraiment du chiffre d'affaires. Donc Allez, je vais faire une petite formation sur Excel sur mon transat. ouais, c'est ça exactement. Ouais, c'est pas ce qui est le plus motivant, quoique il y en a certains qui le font. Hein. Il y en a Oui, certains qui le bien font. sûr. Et donc ouais, je me suis dit, de toute façon, il fallait que j'ai le chômage derrière, parce que c'était pas, de toute façon, c'était là, je suis parti avec l'accord de mon ancien employeur. J'aurais dit, de toute façon, pour partir, il me faut le chômage, du coup, faut qu'on trouve un compromis. Et enfin, je pouvais pas démissionner comme ça, c'était prendre trop de risques, hein, en soi.
Ça aurait été un peu compliqué au début. Maintenant, bon, j'en ai plus besoin en soi. Mais c'est vrai que je pouvais pas prévoir que ça allait si bien marcher. Et je pense que de toute façon, si on démarre un projet, enfin si on quitte son travail pour se lancer à corps perdu dans un projet, et que derrière on n'a pas cette ressource qui va nous permettre de vivre, du coup, en touchant le chômage en même temps, on va probablement être amené à prendre des décisions qui sont pas les bonnes et à être un peu trop court-termiste et à chercher à engranger de l'argent rapidement en fait, sans privilégier le long terme. Et je sais que c'est ce que j'aurais fait si ça m'était arrivé. Heureusement, j'avais toujours ce chômage pour vivre derrière, qui faisait que du coup, je pouvais continuer à développer, enfin, je peux continuer à développer mon activité en sachant que j'ai un filet de sécurité maintenant. Ouais, d'autant que t'es papa, enfin, t'as une famille et tout. Ouais, voilà, j'ai pas T'es pas envie tout que seul. c'est ça, ouais, je suis pas tout seul. Il y a pas que moi qui suis impliqué, donc je veux pas. Enfin, je veux mettre ma famille à l'abri du besoin et pas l'inverse, justement. Donc là, au moins, je savais que j'avais ce qu'il fallait pour subvenir à nos besoins, tout simplement. Et donc là, à partir de quand tu vois que c'est le chiffre d'affaires commence à décoller? À partir de décembre 2021, on a fait donc j'avais une première formation que j'avais lancée en juin. En décembre, j'ai lancé une deuxième formation qui a notamment été finançable par le CPF via un intermédiaire, donc j'étais sous-traitant pour lui. Et ça m'a permis du coup de proposer cette formation finançable par le CPF parce que c'était très demandé et surtout que formation professionnelle, c'est littéralement Excel, Bien c'est sûr. directement en lien. C'est Donc complètement cohérent. ouais, Et c'est exactement. pas du tout Donc tiré par les cheveux de se dire ça, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Et j'avais eu pas mal de demandes auparavant, et une personne m'avait contacté, Patrice de FOP, et donc il m'avait proposé via un système que je puisse accéder au CPF. Et il a fait un travail génial par rapport à ça. Ça fonctionnait hyper bien. Et donc j'ai pu rendre mes formations finançables au CPF. Et quand j'ai fait le lancement de la deuxième formation, en décembre, là, j'ai repris ce système de lancement où en fait, les inscriptions sont ouvertes que pendant une semaine. Et je me suis dit, on va essayer ça et on va voir si ça marche, ce format-là. Et en fait, ça a hyper bien marché. Sur la semaine, on a fait 35 000 euros de chiffre d'affaires, je crois. Ce qui est assez considérable quand même comparé à ce que j'avais fait auparavant. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on faisait un lancement, on doublait. Bon, maintenant, on double plus, mais on est déjà à un niveau assez élevé. Tu les fais à quelle échéance? C'est quel rythme les lancements? Alors, les lancements, c'est entre tous les 3 et 4 mois. Parce qu'en fait, du coup, quand les personnes rejoignent la formation, après, il y a quand même une forme d'accompagnement derrière. C'est pas, par exemple, un rendez-vous hebdomadaire que je donne où tout le monde est connecté. C'est que les personnes, elles peuvent faire leur formation quand elles veulent, où elles veulent, à leur rythme. Par contre, il y a ce qu'on appelle les consultations. C'est une fonctionnalité de la plateforme qu'on utilise dans laquelle les personnes peuvent poser n'importe quelle question en lien avec Excel. Et après, moi, je viens y répondre en vidéo. Du coup, il y a beaucoup de questions. C'est des personnes qui arrivent. C'est pas forcément des questions en lien avec la formation, mais ils arrivent directement avec leur fichier du monde professionnel, donc ils ont anonymisé, en disant «Salut Thomas, j'ai ce problème-là et j'aimerais arriver à telle solution. Comment je fais?» Et du coup, à chaque fois, je réponds, je les aide à résoudre tous leurs problèmes comme ça. Et c'est quelque chose qui plaît vraiment. Après, ça prend pas mal de temps. Il y a des moments où on se retrouve avec une vingtaine de questions à traiter dans la semaine, ce qui prend beaucoup de temps à répondre parce qu'il y a quand même un peu de préparation. C'est pas juste j'ouvre la question et je réponds en 2 minutes, non, parce que j'apporte beaucoup d'explications derrière pour que la personne reparte avec le plus d'informations possible pour savoir comment elle pourra éviter d'avoir le même problème à l'avenir. Ouais. Et quand tu dis aujourd'hui, du coup, tu es plus tout seul? Alors actuellement dans l'entreprise, il y a 2 salariés, Amandine et Lisa, qui m'épaulent au quotidien et qui font un travail remarquable. Sans elles, je sais que soit je serais parti en burn-out, ou alors si je serais parti en burn-out, c'est sûr. Parce qu'on a fait il y a eu un lancement que j'avais fait en janvier, fin janvier, début février. Ça a marché bien plus que ce que je pensais. J'avais m'étais fixé un petit objectif au début et en fait on a fait presque x10. C'est marrant, tu vois, je prends des notes, je prends beaucoup de notes où je note mes pensées et il y a 2 semaines j'en ai retrouvé un qui datait d'il y a plusieurs mois et j'ai retrouvé ça, j'ai vu l'objectif que je m'étais fixé, je me suis dit ah quand même. Donc
me suis dit, il y a trop de monde maintenant, je peux plus gérer ça tout seul. Du coup, j'ai 2 personnes qui m'épaulent au quotidien, donc Lisa, Amandine. Après, il y a d'autres personnes dans l'équipe qui sont pas salariés, du coup c'est plus des freelances. J'ai notamment mon copywriter, j'ai une agence de monteur de vidéo, j'ai une personne qui s'occupe des prestats, enfin de tout ce qui est des pubs Facebook, pardon. Donc et l'équipe s'agrandit au fur et à mesure et ça là, c'est du coup, génial. les deux salariés, donc c'est quoi leur profil? Alors ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout un profil qu'on s'attendrait à voir. Il y en a une qui est une ancienne acheteuse qui a travaillé dans de grands groupes industriels et une autre qui était contrôleuse de gestion. Alors contrôleuse de gestion, on peut faire le lien avec moi directement et se dire c'est parce qu'elle était bonne sur Excel. Alors pas du tout. Je dis pas qu'elle était pas bonne sur Excel. Je dis pas ça. Mais c'est pas parce que elle avait des compétences sur Excel que je l'ai recrutée. C'est autre chose qui a été facteur de décision. En fait, quand je regardais les tâches que je faisais à l'époque, je me suis dit quel type de poste pourrait convenir actuellement pour faire ça. Et ben en fait, il y en a pas, ça existe pas parce qu'il faut tellement mettre les mains dans le cambouis, être dans toutes les directions à la fois et il y a tellement de choses différentes à faire que faut des personnes très polyvalentes. Et moi c'est ce que j'ai cherché justement, c'est des personnes qui ont pas peur de se plonger dans un sujet et vraiment d'approfondir à fond et qui justement ont cette envie d'avoir un vrai impact. Et c'est ça qui était très important pour moi, et c'est aussi un facteur de motivation pour elle, c'est que quand on est dans une grosse entreprise, on a l'impression que qu'on soit là ou pas, ça change rien. Ce sera une liste de tâches qui sera confiée à quelqu'un d'autre, et puis voilà. Alors que là, elles avaient ce besoin de vraiment se sentir utile et sentir qu'elles contribuent vraiment à quelque chose. Et là, en fait, c'est ce que je leur ai permis, parce que à chaque fois qu'il y a une action, un projet qu'elles mènent à bien, et là, l'impact est gigantesque en fait. Et c'est bien plus que si elles étaient dans des très grandes entreprises. Elles sont plus juste un petit maillon de la chaîne. En fait, c'est une chaîne à elle toute seule. Carrément. Et au moment de prendre la décision du coup de recruter une première salariée, enfin un ou une première, t'as pas eu peur? Ah si, ça fait peur. Ça fait peur. Surtout que c'est engageant déjà d'avoir un salarié parce que les contraintes légales sont plus les mêmes. Il y a beaucoup d'obligations à remplir. Et puis après, surtout, se dire bon alors, est-ce que la société va tenir le coup? Ça, c'est toujours la grande question qu'on se pose au début, parce que après, il faut prendre le risque. Si on prend pas le risque, on joue pas au jeu. On n'est pas là pour pas jouer en fait. C'est vrai que c'est beaucoup de questions au début. On se dit alors déjà, est-ce que la boîte va tenir? Après, bon, ça, c'est l'avenir qui le dit. Donc là, tout va bien. Et aussi, est-ce que c'est la bonne personne? Et ça, j'étais assez rassuré là-dessus, parce que il y avait tout un process de recrutement que j'avais mis en place pour être sûr que je prenais pas quelqu'un qui allait pas convenir. Et ça a bien marché, parce que du coup, la première qui est arrivée, c'est Amandine, qui est arrivée en mars, et ensuite Lisa est arrivée fin mai. Et ce qui est intéressant, c'est que à la base, je voulais juste recruter une personne dans un premier temps. Et dans les interviews, du coup, il y avait notamment Amandine et Lisa pour ce premier recrutement. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie de recruter les deux. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Bon, Lisa n'était pas disponible tout de suite, du coup, elle est arrivée un peu plus tard. Mais dans tous les cas, j'ai recruté les deux et j'étais très heureux d'avoir, parce qu'elles sont très complémentaires dans leur manière de fonctionner entre elles, et surtout avec moi, parce que elles sont très carrées, elles ont besoin de savoir que c'est telle chose et pas une autre, et moi, c'est peu importe, je suis pas trop comme ça au final. Donc c'est ça que j'ai retrouvé vraiment chez elle, c'est cette volonté de s'impliquer dans un projet qui a un vrai impact pour elle, et cette complémentarité qu'on peut avoir derrière. Et Ouais. Jusqu'à présent, c'est payant. Ouais, top. Et petit retour en arrière, à quel moment tu t'es dit, ok, je quitte mon job, je me mets à temps plein sur mon projet? C'était quoi l'élément Déjà, déclencheur? alors en soi, qu'est-ce qui était en fait, j'ai toujours su que que je voulais partir en soi. Enfin,
J'ai pas toujours voulu, j'ai pas voulu partir dès que je suis arrivé là-bas. Mais me suis rapidement rendu compte, peut-être aussi, comme pour beaucoup de personnes, les confinements ont joué. Hein, on se retrouve vraiment on change totalement de contexte et on se retrouve à faire un truc, à travailler chez soi. Et je trouve que ça perd beaucoup de sens en soi de faire un travail qu'on n'aime pas quand on est chez soi, parce que on lit l'agréable et le désagréable ensemble. Et je sais pas trop comment exprimer ça, mais pour moi ça a été un peu révélateur. Je me suis dit non, en fait, je peux pas continuer à faire ça. Ça a pas de sens pour moi. Et donc c'est clairement pendant les confinements où je me suis dit il faut faire quelque chose, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas continuer dans cette voie-là. C'est la meilleure manière d'être malheureux toute sa vie pour moi. Enfin, pour que je sois malheureux toute ma vie. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont très heureuses dans leur vie professionnelle, et tant mieux. Hein. C'est heureusement qu'on n'a pas tous cette volonté d'être entrepreneur, de créer des choses et de ne pas être salarié. Après, ça s'est fait pendant les confinements, mais après il fallait trouvé la bonne idée. Et je voulais pas vraiment me lancer en me disant je je quitte mon boulot et je trouverai bien ce que je vais faire après. Il fallait que j'ai déjà quelque chose qui soit amorcé. Et donc ce quelque chose, c'était cette activité sur Excel. Après, j'avais, même avant que je sache que ça allait fonctionner, j'avais d'autres solutions de repli entre guillemets. Je m'étais formé au copywriting pour justement rédiger mes pages de vente, séquences email pour ma formation. Et je me suis dit si jamais ça marche pas, ce truc sur Excel, parce qu'on n'est jamais sûr que ça marche avant de l'avoir fait, hein, ça c'est sûr. Je me suis dit du coup je deviendrai copywriter si ça marche pas. Ça avait l'air très en vogue, etc. Après, c'est ce que je m'étais dit au début, avant de vraiment rédiger toutes les pages de vente, etc. Une fois que je l'ai fait, je me suis dit bon, j'espère que et que c'est assez compliqué pour moi en fait au final d'écrire, de passer des heures à écrire des trucs. J'aime bien, mais vraiment faire ça toute la journée, c'est assez compliqué en fait. Hein. T'es pas trop dans ta zone où tu te sens bien. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas ma Tu zone sais de pourquoi tu génie. le fais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas ta zone de génie. Exactement. Comment tu écoutes ton intuition? Mon intuition, j'essaie des fois un peu de la calmer parce qu'elle peut avoir de très mauvaises idées. C'est pour ça que on fait dans l'entreprise, on met en place à chaque fois des plans trimestriels. On se dit chaque début de trimestre, alors sur les 3 mois qui viennent, on se fixe tels grands objectifs. Et l'idée, c'est de les décliner en projets et ensuite de pouvoir actionner ces projets-là. L'idée de faire ça sur 90 jours, c'est que c'est assez long pour pouvoir mettre en place un projet d'envergure, et c'est assez court pour justement pas se perdre. Parce que le problème, c'est que si on se dit, allez, je fais un projet sur 1 an, donc ça veut dire que pendant 12 mois, tu vas avancer dans une seule direction, et tu prendras pas forcément le temps de te poser et de te dire, est-ce que ce que j'ai fait, c'était bien, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Et là, du coup, chaque trimestre, on dit alors on a ça de prévu pour le trimestre suivant, on va mettre en place pas mal de choses, et on fait du coup un point d'étape en fin de trimestre en se disant alors est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on est allé dans la bonne direction, et est-ce qu'il faut qu'on corrige le tir. Comme ça, si tout ne va pas bien, on peut recorriger le tir et changer tout simplement là où on va. Surtout que ça avance. Tout avance tellement vite en fait. Quand je vois la vitesse avec laquelle avance l'entreprise, avoir 2 salariés après à peine 1 an d'activité, c'est pas un truc auquel j'aurais pensé. Donc il faut arriver en fait à ne pas trop écouter son intuition, même si elle est importante. C'est que moi en fait, je note toutes les idées qu'on peut avoir, je peux les partager avec l'équipe. Après, le fait de vraiment mettre ça en action, c'est quelque chose qu'on retarde quand même. On se dit, ça, on va le garder sur un coin, et on le prendra au moment où on va faire notre point trimestriel, et on va aller piocher toutes nos idées pour les ressortir. C'est plus comme ça qu'on va fonctionner, parce que je sais que si je fais pas de plan, je suis capable de faire tout et son contraire, et passer beaucoup de temps sur des choses qui en soi n'apportent rien, pas grand chose, par rapport au temps que ça va coûter derrière. Ouais, t'es éparpillé. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Comment tu célèbres tes réussites?
Comment célébrer mes réussites? Bon, avec une bonne bouteille de champagne en général. Bah déjà, moi je remercie beaucoup toutes les personnes avec qui on travaille. Enfin c'est sûr. En fait, je les célèbre, ouais, je les célèbre un peu euh, avec ma famille. Mais après, ma famille est pas forcément impliquée enfin, si, quand même. Je veux dire, je les implique pas toujours activement là-dedans. Et déjà, ma femme qui m'a aidé sur quelques tâches, mais pas plus que ça. Parce que elle tient quand même, parce qu'il y a vraiment une séparation entre les deux. Hein. Au début, j'étais pas trop, enfin, j'aurais bien aimé qu'on travaille ensemble, mais finalement, elle a dit non et elle a tout à fait raison. Je pense que c'est mieux comme ça, au final, pour qu'un couple puisse bien fonctionner. Enfin, en tout cas, on essaie, je pense même pas qu'on essaierait. Enfin bref. Et du Ouais, coup, je après, je pense que célèbre les réussites. c'est une question c'est une question de personnalité. Je C'est pense, ça. tu vois, moi, je vois mes parents, ils ont bossé ensemble pendant enfin, jusqu'à, en gros, depuis 40 ans, ils ont bossé ensemble pendant 40 ans et c'est leur équilibre de couple. Ouais. Et, euh, et clairement, je pense qu'en effet, il y a des gens qui sont faits pour travailler ensemble et d'autres qui sont pas faits pour travailler ensemble. Ouais, c'est ça. C'est vrai que il faut aussi après que chacun ait son petit côté un peu perso, enfin pouvoir se retrouver dans un autre milieu entre guillemets que si on est tout le temps en couple, enfin tout le temps en couple, comment on pourrait dire ça, qu'on est tout le temps à deux en Mm. fait, que ce soit bah, dans le perso comme dans le travail, ça peut enfin ça doit être quelque chose à travailler vraiment parce que ça peut être assez compliqué et puis surtout en plus elle est instite et pour elle c'est vraiment une vocation, enfin elle adore son métier donc j'ai pas du tout envie de lui retirer ça, sauf si à un moment elle en a marre, bon bah on en reparlera, mais c'est pas encore d'actualité. Du coup, pour revenir sur comment on célèbre les victoires, bah, enfin, les réussites, il y a déjà au sein, bah, je les célèbre d'un côté avec ma famille et aussi après avec l'équipe. Bah, j'hésite surtout pas à leur dire bravo pour le travail. Enfin, c'est vraiment, des fois, j'ai même pas assez de mots pour les remercier pour tout ce qu'elles apportent. En fait, j'essaie, des fois, je m'imagine dans la situation actuelle, si j'avais pas l'équipe que j'ai actuellement, ce serait la panique. Et en fait, bah, tout roule très bien. Et c'est génial comme ce que je te disais juste avant l'enregistrement, où il y a quelques semaines, bon, on a cru que ma femme allait accoucher. Et c'était en plein lancement, du coup c'est un gros pic d'activité parce que c'est sur 5 jours, on fait une bonne partie du chiffre d'affaires de l'année. Et en fait, je me suis dit bon bah ça peut arriver, c'est tout. Après il y a l'équipe qui va pouvoir tout gérer derrière. On a mis en place des choses et puis ça se passera bien. Bon c'est un peu stressant, mais je sais que je peux tout à fait leur faire confiance et tout se passera vraiment de la meilleure manière qui soit. Donc c'est je suis vraiment extrêmement reconnaissant d'avoir une telle équipe à mes côtés. C'est génial quoi. Je me dis, surtout qu'en fait, je retrouve pas du tout ce qu'il pouvait y avoir dans les entreprises où j'ai pu travailler, où ça pouvait être parfois, enfin pas moi parce que je suis pas dans le conflit, mais avec d'autres personnes, avec leurs managers, ça pouvait être très conflictuel. Et là, pas du tout. Non, on fait en sorte que bah tout se passe bien. S'il y a un problème, on n'hésite pas à en parler. C'est J'aurais jamais cru que ça pouvait être aussi, c'est pas facile, mais que ça se passe aussi bien. Mm. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Je pense que c'est quand je me suis vraiment, c'est en lien avec le calendrier dont on parlait au début. C'est quand je me suis dit, enfin, comment on se souviendra de moi? C'est en fait une autre question. Ça, c'est en fait plus antérieur encore. Quand j'y réfléchis, c'est que un jour, je me suis posé la question, quel sera le moment où j'arrêterai d'exister? Où il y aura plus aucun souvenir de moi, de Thomas Cogé. Quand est-ce que ce sera? Quand est-ce que, à part si, enfin, dans des bases de données ou sur des trucs sur Google, tu retrouves mon nom, mais quand est-ce que plus personne ne se souviendra de moi? Quand est-ce que mes enfants, mes petits enfants, ils auront arrêté de, ou quand est-ce que ce sera la dernière fois qu'ils penseront à moi en fait? C'est un peu ça, tu vois. Et je me dis, c'est un peu flippant de se dire qu'au moment où tu vas complètement, bah, tu t'arrêtes d'exister, même si t'es mort, t'existes encore un peu,
à travers la pensée des autres personnes. Et au bout d'un moment, bah, pouf, tu disparais et c'est tout. T'as fait que passer, en fait. Et je trouve que c'est super, c'était très motivant. Enfin, ça fait peur au début, mais après, c'est très motivant de te rendre compte qu'en fait, bah, on est à l'échelle de l'univers, on est tellement insignifiant, on est une fraction de seconde, et je trouve ça, donc ça permet de remettre les choses en place et de se dire, bah, autant faire ce pourquoi on pourrait s'éclater. Surtout ça que je pense qui est très intéressant, très important en fait. C'est pourquoi pas moi, enfin pourquoi est-ce que je prendrais pas le temps de faire les choses qui me plaisent au lieu de les subir. Pour toi, c'est quoi la définition de la réussite? La définition de la réussite, c'est une très bonne question, ça. Merci. Parce que ça peut être très compliqué de se penser qu'on a réussi. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai lu là-dessus qui est complètement génial, c'est The Gap on the Gain. En fait, ça t'explique que toutes les personnes qui ont qui accomplissent de grandes choses dans leur vie, elles peuvent en fait se dire, tiens, j'en suis pas où, enfin, j'ai atteint plus d'objectifs que ce que je voulais faire, que je m'étais fixé. Mais la démarche naturelle, c'est de se dire, maintenant, je vais fixer encore un autre objectif encore plus ambitieux à l'avenir. Et du coup, en fait, si tu fais ça, en soi, c'est très malsain parce que tu fais que augmenter ton objectif, et en fait, tu peux jamais être satisfait puisque tu es tout le temps en train de regarder un truc que t'as pas encore atteint. Parce que dès que tu l'atteins, tu regardes ce qu'il y a derrière, donc ce qui est encore plus haut. Donc forcément, tu peux jamais être très satisfait. Et du coup, dans ce livre-là, ils apprennent à comment faire tout le travail inverse. Au lieu de tout le temps regarder tes objectifs à 3 mois, qui sont tout de même importants et nécessaires, et tu vas regarder où t'en étais il y a 3 mois et te dire, ah ok, il y a quand même eu tout ce chemin-là qui a été accompli. Et le fait de faire ça change totalement la manière de voir les choses, parce que tes réussites, elles sont plus... c'est pas atteindre X euros de chiffre d'affaires, une équipe de tant de personnes, etc. C'est très différent de ça, c'est vraiment te dire accomplir tel bout de chemin, en fait. Et c'est très compliqué de se dire la réussite, c'est quand j'aurai atteint tel palier dans ma vie, mais c'est plutôt de se dire regarder de là où on est parti et voir si on en est satisfait. Clairement, clairement, c'est vrai que souvent, tu vois, je disais tout à l'heure, Camille Perrotte, je la suis dans Chemin, et qui a un format du podcast où je suis des personnes qui ont changé de vie, qui ont changé de vie et qui sont en chemin vers la réussite. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que au début, je les suivais tous les 3 mois. Et de voir le fait de se faire un instant pause, se dire waouh, mais le chemin parcouru depuis, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on prend pas ce temps. On est quand même souvent dans l'impatience et on se dit ça va pas assez vite. Mais quand tu t'arrêtes et tu te dis ok, qu'est-ce que j'ai accompli en 3 mois, bah déjà. Et puis même là, tu vois, d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai une newsletter hebdomadaire et vendredi dernier, je disais que j'avais voulu faire le point sur ma réussite de la semaine. Et je m'étais dit, ok, j'ai accompli un truc qui peut paraître basique pour quelqu'un, mais pour moi c'était un vrai défi, parce que c'est la première fois de ma vie que je faisais un investissement publicitaire. À chaque fois, c'était que de l'organique, mes clients. Et là, je me suis dit, allez, j'investis. Et puis j'ai repris les comptes. J'en avais pas fait depuis plusieurs mois. Et pour moi, vu l'été que j'ai passé, c'était un petit défi. Et du coup, c'est vraiment, même c'est un exercice. En effet, déjà, t'as le fait de se dire à la fin de la journée, l'exercice des kiffs, de se dire de quoi je suis fière de ma journée, de quoi je me réjouis. Donc c'est un truc vraiment. Moi, j'essaie de plus en plus avec mes enfants de dire ok, à la fin de la journée, de quoi on se réjouit, de quoi on est fier. Parce que plus tu mets ça dans ton cerveau, plus t'es dans cette approche, et plus t'avances et plus t'es positif en fait. Ouais. Et plus t'attires le positif. C'est exactement ça en fait. Plus t'attires le positif. Tout à fait. C'est une vraie ce que je disais, c'est une vraie gymnastique de l'esprit. C'est te dire, face à une situation donnée, sur le papier, c'est la merde, mais comment je fais pour voir le positif dans cette situation? Parce que dans toute situation, il y a du positif à regarder. Ouais, c'est tout à fait ça en fait. Et
Le problème, c'est que en fait, enfin, par rapport à ça, c'est que la société, elle nous enseigne pas à faire ça. Enfin, on est tout le temps en train de projeter, d'essayer de prévoir où on sera dans l'avenir. Alors que ce qui est important, c'est aussi d'où on vient, en fait. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment mesurer l'évolution, et plutôt que de se fixer des objectifs qui parfois peuvent être inatteignables. Le meilleur moyen, c'est de faire cette rétrospective là. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Faut arriver à se dire, bon, ok, est-ce que je peux avoir le sentiment d'avoir réussi quelque chose, que ce soit dans les derniers mois ou même juste aujourd'hui. Et puis aussi, se laisser, entre guillemets, laisser aller, lâcher prise, se dire que tu vas lancer, voilà, tu as lancé ton compte Instagram et après TikTok. T'aurais pas forcément pu imaginer ce qui allait se passer. Et puis, c'est d'essayer des choses. Et c'est voilà, c'est de se dire, moi, tu vois, pour le coup, quand j'ai lancé le podcast, j'avais aucun business model. J'avais même pas d'idée de formation. Enfin, c'était vraiment en mode, j'ai envie de le faire. Moi, j'étais post-burnout. J'avais envie de le faire pour aider les gens et puis m'aider moi aussi à rencontrer des gens exceptionnels. Mais c'est de se dire, voilà, c'est en faisant aussi qu'on découvre, qu'on se dit, ah bah tiens, en fait, tu tires sur la pelote, en fait, la pelote de laine et tu dis, allez, je continue. Ou pas d'ailleurs, mais c'est vraiment de se dire, bah, c'est en essayant et pas se mettre cette pression démesurée de se dire, oh, il faut absolument que j'y arrive avec tel projet. Non, ce projet, ça sera peut-être en effet la petite marche qui permettra d'aller sur un autre projet aussi, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Exactement. Faut voir ça petite marche par petite marche. Qu'est-ce que tu penses que le petit Thomas de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui? Oh, Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il trouverait ça intéressant d'ailleurs de passer ses journées sur Excel et à parler de ça? Je serais très curieux de le savoir, mais je pense qu'il serait impressionné. Enfin, même moi, je le suis. Juste, pareil, en me disant, quand j'ai démarré, jamais j'aurais imaginé en être là aujourd'hui. Et ouais, ce serait un peu ça, c'est se dire, ah ouais, j'ai fait un truc pareil, tu vois, c'est assez fou, en fait, en soi, tu vois, de se dire, bon, j'en suis à un point, un truc que je prévoyais plus pour quand j'aurai 40, 45 ans, tu vois, pas avant. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 31 ans. Et donc, je trouve ça complètement fou. Mais du coup, le Thomas de 6 ans, je pense qu'il serait quand même déçu que je sois pas devenu grutier. Il est pas trop tard. Ouais, il est pas trop tard, c'est vrai. Si jamais, au bout d'un moment, je me dis j'ai fait le tour, je veux changer, voilà, je vais conduire des grues, soulever des containers, etc. Pourquoi pas. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, on a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements? Les renoncements. Tu veux dire quel renoncement j'ai pu faire actuellement? Alors il y en a beaucoup qui créent qui veulent devenir entrepreneurs pour entre guillemets regagner leur liberté, se dire je travaille 4 heures le matin et l'après-midi je reste sur la plage en Thaïlande, etc. C'est un truc qui est très plaisant en fait, je pense sur le papier, mais j'ai quand même décidé d'y renoncer, de me dire, parce qu'actuellement, oui, je pourrais dire, oui, je travaille 3-4 heures par jour si je veux, et après le reste, c'est l'équipe qui gère en fait. Après, c'est juste un process de délégation à mettre en place. Mais en fait, j'ai pas envie de me contenter de ça. C'est-à-dire que j'ai envie de... c'est un peu de la curiosité, c'est de me dire, bon, on est allé jusqu'ici aujourd'hui, mais jusqu'où on peut aller? À quel point on peut faire monter ça? Et c'est très curieux de voir la suite, en fait. C'est surtout ça. Et du coup, forcément, ça a pris un peu sur mon temps. C'est vrai qu'au début, quand j'ai démarré ce projet-là, je me suis dit, bon, je pourrais vraiment... on a tous cette idée, et puis c'est un peu ce que beaucoup de personnes qui nous vendent le milieu de l'entrepreneuriat disent, c'est qu'après, tu es libre de ton temps. Mais au final, moi, j'ai décidé de... C'est pas que j'en suis pas libre, mais j'ai décidé de le consacrer à ce projet-là, en fait. Et du coup, c'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis dit, bon, tant pis, ça sera pour une autre fois.
Il y a des loisirs qu'on peut mettre de côté, c'est vrai que le sport aussi, par exemple, bon, ça c'est pas une bonne chose, mais il y a des choses sur lesquelles on tire un trait et puis on se dit bon, bah, ça on verra plus tard. Après, c'est peut-être dommage de se dire, enfin, de pas en profiter tout de suite, mais sur le long terme, je pense que ça va être plus payant de faire ce que je fais actuellement que juste de le faire à moitié. Par rapport au sport, t'en fais plus du tout? Ou t'en faisais beaucoup et t'en fais moins? Bah là, c'est très, ça dépend de la charge de mon emploi du temps. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça, malheureusement. Et avant, je faisais pas mal de vélo et enfin, j'adore toujours ça en fait. J'habite à côté de Lille, dans le nord, je suis juste à côté, dans la campagne des Flandres et j'adore, c'est aller prendre mon vélo et me balader, faire 50 kilomètres comme ça en milieu de journée et puis c'est génial à quel point on est dépaysé. Là, je suis juste à côté de la Belgique et je vais sur le Mont Kemmel, qui est un truc mythique du Tour des Flandres. Et je trouve ça vraiment génial de faire ça. Ça fait tellement de bien. Et c'est pas seulement le fait de faire cet effort-là, mais c'est aussi de se promener en un sens. Mais ce qui est très curieux, c'est que en général, me promener comme ça, je le fais pas trop. Je le fais plus en vélo pour vraiment faire un effort et se faire du mal, en fait. Et faire ça, ça me plaît vraiment. Après, bah du coup, un peu moins le temps en ce moment. Bah forcément, il y a l'activité qui prend beaucoup de temps, tout simplement. Mais c'est quelque chose que j'ai choisi. Hein. Je le subis pas en fait. Je me dis bah ce n'est que partie remise et puis ce sera un peu plus tard quand j'aurai un peu plus de temps. Surtout que là actuellement, bah ma femme pourrait accoucher d'un moment à l'autre. Du coup, je sais tu vas être un peu occupé. Ouais, et surtout je vais prendre mon congé paternité, c'est-à-dire qu'il y a un mois pendant lequel je vais pas aller au bureau, pas travailler, et donc j'essaie d'en profiter aussi pour mettre le plus de choses en place pour que tout se passe pour le mieux après. Après, je sais qu'il y a l'équipe derrière qui gère très bien et donc ça va bien se passer, mais je me dis, on fait le plus possible pour que après tout se passe pour le mieux pendant ce congé paternité. Là, je me dis, un mois à l'époque, je pense que le père de mes enfants avait dû prendre, allez, peut-être 2 jours et encore. Tu dis, c'est chouette ça. C'est vrai. C'est bien, c'est les petites évolutions. Bah oui, clairement. Surtout que le premier, c'était 10 jours, je crois, au total, ou une semaine, je sais plus exactement. Je crois qu'à l'époque de mon temps, ma fille, la dernière, mon fils, il a 11 ans et ma fille a 8 ans. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 jours post-accouchement. Et après, je crois que c'était 1 semaine ou 10 jours. Mais bon, comme il est entrepreneur, il était libre de pouvoir faire ce qu'il voulait, mais à l'époque, ça se faisait pas, quoi. Ouais. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça a bien changé, hein, l'évolution de mentalité là-dessus, c'est que ça choque personne de dire que oui, je vais pas travailler pendant un mois. Après, ouais. J'ai aussi choisi de le faire parce que je sais que je peux. Et c'est pas non plus l'activité. Ouais, mais en vrai, clairement, bon, tu peux avoir ton activité qui est en péril. Après, je pense que tu as une question aussi il y a de peu et tu veux. Il y a les deux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a les deux. C'est vrai que c'est à prendre en compte parce que, en soi, oui, je pourrais dire, oui, je continue de travailler. Dès qu'il fait sa sieste, je prends mon PC et puis je me remets à travailler. Mais c'est pas le but. C'est pas le but, surtout que. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un peu de fatigue qui s'est accumulée sur les derniers mois, forcément, parce que c'est un rythme assez intense et faut arriver à tenir le rythme, tout simplement. Et là, tu vois, je me dis quand même, je vais pouvoir profiter de mon congé paternité avec un bébé qui vient de naître pour me reposer. Et ça, c'est pas le genre de choses que j'aurais cru dire avant. Mais c'est intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va se passer cette fois pour ce deuxième enfant. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser là, dans le lancement de ton entreprise ? La plus grande difficulté, le plus bizarre, c'est que jusqu'à présent, j'ai eu l'impression que ça a été, il y a de grosses guillemets derrière, mais c'est que ça a été assez facile en soi. C'est que j'ai pas rencontré de trucs totalement insurmontables.
Il y a des problèmes, des fois il y a des choses qui marchent pas, qui vont pas, et on arrive toujours à trouver une solution. Mais la chose la plus difficile, le challenge à surmonter, ça, en fait, je pense que c'est aussi de arriver à se détacher des réseaux sociaux, parce que j'en suis très dépendant. Enfin, l'activité en est très dépendante, c'est-à-dire que Instagram, TikTok, c'est par là que nos clients arrivent. Et du coup, quand je démarre un projet, j'ai tout le temps tendance à tout le temps regarder comment ça va. Pendant 1 an quasiment, la première chose que je faisais, c'était à mon réveil, c'était je prends mon téléphone, je regarde Instagram. Est-ce que j'ai gagné des nouveaux abonnés dans la nuit? Alors ça, j'ai totalement arrêté. Heureusement, mais j'ai réussi à bien m'en détacher. C'est plus quelque chose que je regarde, et c'est plus. En fait, j'ai plus je m'en préoccupe pas, dans le sens où actuellement, on est déjà très gros en soi. Donc qu'il y ait des abonnés en plus ou en moins, ça aura pas tant d'importance que ça. Et ça, arriver à se détacher de tout ça, vraiment de tout le temps être stressé par les chiffres, même en fait, c'est pas que sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi tout le temps le nez dedans. Par exemple, au début, quand je faisais un lancement, j'avais les notifications Stripe et PayPal qui arrivaient à chaque fois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, allez, je les désactive parce que c'est très malsain. J'étais tout le temps, toutes les 2 minutes, je prenais mon téléphone et j'étais là, alors, est-ce qu'on a fait une vente en plus? Et après, j'ai arrêté, et ça aide à vraiment lâcher prise, en fait. C'est juste que je me dis, bon, bah allez, tiens, ça fait quelques heures que je suis pas allé voir où on en est, je vais jeter un petit coup d'œil, et puis voilà. On a fait des ventes, tant mieux. On n'en a pas fait, bon, bah, ça viendra plus tard. Ouais. C'est quoi tes peurs aujourd'hui? Alors, mes peurs, sur le plan professionnel, Ouais, comme tu veux. mes peurs, très très bonne question. J'aurais peur que, imaginons demain, que tout s'arrête, en fait. Il n'y a pas de raison, hein, en soi. Tout fonctionne bien, on n'enfreint pas la loi, il y a rien de tout ça, donc tout va bien. Mais c'est vrai que, imagine demain, je sais pas, ou même juste, je me fais bannir mon compte Instagram pour une raison X ou Y. Alors ça me ferait vraiment mal au cœur, parce que quand je vois tout le temps qui a été mis derrière et tout ce que ça a pu nous apporter, plus l'avoir, ça serait vraiment problématique, quoi. C'est comme si t'as eu t'as une usine qui perd une de ses lignes de production, hein. C'est un peu, claque des doigts, elle disparaît. Et en fait, pour nous, c'est un peu ça. Enfin, ce serait ça. Et du coup, ça serait très compliqué. Mais en fait, ma peur, ce serait ça, c'est que du jour au lendemain, tout s'arrête. Mais après, quand j'y pense, là, j'ai pas l'impression d'avoir tant peur que ça. Je me dis juste, on le refera, c'est tout. Je suis assez détendu là-dessus. Ça m'inquiète presque de me dire, est-ce que je suis pas inconscient ou pas? Mais je me dis, c'est tout. On l'a fait une fois. Est-ce que on a juste eu beaucoup de chance ou pas? Et c'est tout. S'il y a quelque chose qui va pas, enfin, s'il faut le refaire, on le refera. C'est tout. De quoi t'es le plus fier? Ah, de quoi je suis le plus fier? De quoi je suis le plus fier? Je pense que c'est d'être le premier sur quelque chose. En fait, souvent, je me suis dit, mais quelle est la probabilité que je sois le premier dans quelque chose? Mais que peu importe ce que ce soit, tu vois, est-ce que on est 7 milliards sur Terre, c'est ça, ou on est passé à 8? Je sais plus. On est beaucoup, on est beaucoup. Et donc je me dis, est-ce que il y aurait pas chaque personne sur Terre qui serait la meilleure dans quelque chose? Parce que il faudrait trouver 7 milliards, je sais pas, le meilleur pour, je sais pas, débrancher un iPhone le plus rapidement possible. Ça peut être tout et n'importe quoi, et c'est très tiré par les cheveux. Et je me suis souvent dit avant, est-ce que il y a un truc sur lequel je suis le meilleur, ou même juste le meilleur en France, tu vois, rien que ça. Et, et en fait, oui, enfin, là, actuellement, on est les leaders de notre marché de vente, les leaders de la formation Excel en ligne. C'est très surprenant, et je me dis, je suis très fier de ça, en fait. Je me dis, c'est assez fou.
c'est assez fou de se dire on va avoir réussi à le faire entre guillemets facilement, hein, toujours avec de grandes guillemets, mais faut avoir eu. C'est surtout parce qu'on a réussi à être là au bon endroit au bon moment. C'est surtout ça en fait qui a joué là-dessus. Après, c'était plus. Enfin, si c'était pas nous, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et heureusement, c'est nous. Si tu croises quelqu'un dans la rue là, qui voit ton compte Insta, qui voit que ton business ça marche hyper bien et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Alors, je pense qu'il y a toujours une part de chance. Hein, honnêtement, il y a une part de chance qui fait tout projet. Il y a une part de chance derrière. C'est pas juste. Il faut travailler dur, travaille 25 heures par jour, week-end, jour férié également, et tu réussiras. C'est complètement faux parce que tu peux très bien avancer dans la mauvaise direction, tout simplement. Et je pense que si quelqu'un me dit ça, je dirais, bah ouais. Mais la chance, je l'ai provoquée. J'ai su comment faire en sorte que quelque chose réussisse de manière assez rapide. C'est vrai qu'il y a de la chance dans le sens où je pensais pas que j'en serais là actuellement. Mais bah oui, la chance, ça se provoque. En fait, c'est tout simplement ça. Faut essayer de faire les choses, pas toujours essayer de faire ce qui se fait actuellement, et que ces gens qui n'ont pas de chance ne réussissent pas à faire, mais justement, essayer de faire les choses différemment, trouver la bonne opportunité qui fait que, oui, on pourra dire de toi que t'as de la chance, et au final, même si c'est pas que de la chance derrière, il y a beaucoup de travail qui a été fait, et je serais très heureux qu'on dise que j'ai réussi parce que j'ai de la chance, parce que ça montrerait une certaine forme de jalousie. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? C'est un conseil que j'aurais aimé recevoir, ouais, c'est n'attends pas qu'on te donne les choses. Il faut vraiment aller les chercher soi-même. Vraiment, c'est ça. Moi, en fait, j'ai grandi. J'étais le petit dernier. Du coup, j'étais le seul à la maison. Après, quand mon frère et ma sœur étaient pas là, du coup, c'était très plus simple d'avoir les choses en soi, tu vois. Et vraiment, il faut pas avoir peur de demander les choses et arrêter d'attendre qu'elles viennent en se disant peut-être que si je fais ça, ça viendra. Non, il faut vraiment, il faut provoquer sa chance en fait. C'est ça, tu vois. C'est derrière, c'est provoquer sa chance et aller chercher les choses tout le temps. Tu peux pas juste essayer, faire quelque chose en te disant peut-être que par l'effet papillon, il y aura quelque chose de positif qui va m'arriver. Non, les choses positives qui t'arrivent, alors il y a deux choses, c'est toi qui vas les provoquer et il faut c'est toi qui vas décider qu'elles sont positives. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de ne pas faire attention à ce que pensent les autres. Parce que ça, c'est très important, dans le sens où, déjà, c'est un truc qu'on me dit, qu'on me disait déjà quand j'étais adolescent, et tout ce côté où t'es pas bien dans ta peau, etc. Et tu penses que tout le monde, je sais pas, ton lacet il est défait, tu dis, tout le monde l'a remarqué. Exemple bidon, mais exemple quand même. Et alors qu'en fait, tout le monde est tellement centré sur soi qu'en fait, tu t'en fous en fait de ce que font les autres, tu regardes pas ça et tu te rends pas compte, et ça c'est un truc qui peut te suivre toute ta vie, et si tu fais tout le temps attention à ce que tout le monde pense de toi, au final tu te retrouves dans une espèce de tu viens un peu, pas amorphe, mais ouais, t'avances pas de peur de faire une erreur et qu'on te juge, alors qu'en fait peu importe qu'on te juge, Ça ils retient auront nos oublié ailes. 2 minutes après. C'est ça retire nos ailes, exactement. Ouais, clairement. Ouais. Là, C'est tout à fait ça. ouais, clairement, tu te dis en fait. Mais pareil, on parlait tout à l'heure de gymnastique de l'esprit, et je pense que c'est vraiment une gymnastique de l'esprit. Après, il y a des événements dans la vie qui font que tu as des chocs un peu post-traumatiques qui font que du coup, ça te fait cet électrochoc où tu te dis, mais en fait, tout est possible, et en fait, de façon vulgaire, j'emmerde le monde, je fais ce que je veux. Et je pense en effet, c'est vraiment un truc de se dire,
si tu te dis que, en fait, dans le podcast, il y a énormément de personnes qui me l'ont dit et je l'ai expérimenté. En fait, on est seul à mettre nos propres barrières. Et à partir du moment où tu te dis, en fait, ok, imagine là, j'enlève cette barrière. Alors évidemment que c'est un vrai exercice mental à faire et que c'est pas aussi facile que ça parfois, mais vraiment de se dire, ok, là, tu fais ça, mais au pire quoi, en fait. C'est exactement ça. Au pire quoi. Il peut rien arriver de mal. Au pire, les gens vont un peu. Enfin, ouais, non, en fait, les gens vont même pas rire de toi parce que toi, au moins, t'essayes. Et déjà, rien que le fait d'essayer de construire un truc, en fait, t'attires beaucoup d'admiration plutôt que les personnes qui font juste que consommer. Enfin, par exemple, je prends par exemple la création de contenu, tu vois, mais c'est rien qu'essayer de créer un truc, même si ça marche pas, si c'est un peu foireux, si c'est pas très abouti, c'est déjà bien mieux que de juste consommer ce contenu-là. Au moins, tu leur fournis quelque chose qui pourra être apprécié. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est très bien parce que ça te fait une expérience. Ouais. Et puis même, tu vois, je pense que c'est un truc aussi à apprendre aux enfants. Tu vois, hier donc aujourd'hui on est lundi. Hier j'étais en voiture avec ma fille. Donc moi j'habite à Marseille, donc on était sur la corniche, donc au bord de l'eau, et on avait un toit ouvrant ouvert, les fenêtres ouvertes, la musique à fond avec des bonnes musiques de cake. Et donc on chantait, on dansait dans la voiture avec Pénélope. Et à un moment elle me dit, mais maman, regarde, il y a des gens qui nous regardent, il faut que tu baisses la musique. Je dis, mais on s'en fout, en fait. Enfin, on s'en fiche qui nous regardent. Il y en a qui nous ont conduit dire, elles sont graves. Et il y en a d'autres, on leur a donné le sourire. Je dis, mais c'est pas grave, en fait, à partir du moment où tu te déranges pas les gens, parce qu'en effet, quand on était dans les mini-rues, là, j'ai baissé le son parce que je me suis dit, c'est pas cool pour les gens. Mais je dis, mais on nous regarde et c'est pas grave, en fait. Enfin, c'est cool. Ouais, non, c'est exactement ça. On se focalise beaucoup trop sur tout le regard des autres, alors que on sait pas ce qu'ils pensent, on peut pas le savoir. C'est ça. Et puis, on saura jamais. Et après, on dit que la vie, L'AVIS, n'est que le reflet de leur propre vie à eux. Et que peut-être que t'as des gens qui vont te regarder genre en mode, ah non, mais attends, c'est ridicule. Mais parce qu'en fait, au fond d'eux, c'est un truc qu'ils rêveraient de faire, mais qu'ils oseraient pas. Il y a ça aussi. Oui, c'est vrai ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est quoi tes prochains défis? Prochain défi, bonne question. Prochain défi, c'est continuer de faire grandir l'équipe et faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Après, bon, ça se passe très bien, mais moi, tout ce qui est compétences sociales, c'est pas trop mon truc. Hein. Moi, je suis plutôt le mec enfermé le savant fou enfermé dans son laboratoire. Ça me caractérise assez bien. Et du coup. Au fur et à mesure que l'équipe grandit, ça fait pas mal de choses à gérer, d'humain, sur le côté humain, d'humain à gérer. Et donc ouais, il va y avoir ça. Je pense qu'au bout d'un moment, il y aura un manager qui va venir s'intercaler quelque part parce que ça va être nécessaire pour arriver à gérer tout ça. Et c'est un peu ça les défis, c'est continuer à faire. En fait, ça va être continuer de faire grandir l'équipe tout en protégeant mon temps. Parce que là, le temps, c'est quelque chose que je suis en train de faire en sorte de pouvoir regagner, parce que c'est au fur et à mesure que les choses ont avancé, j'ai un peu perdu ma liberté de temps, et j'aimerais pouvoir tant que possible la regagner. Parce que c'est pas si facile que ça de se dire, allez, aujourd'hui, j'y vais à la cool. Parce que quand on est tellement impliqué là-dedans, on est tellement motivé, il faut arriver vraiment à faire cet effort pour reprendre son temps, en fait. Surtout que ça dépend d'autres personnes. Enfin, il y a des personnes qui dépendent de moi et dont je dépends également. Donc, faut arriver à mettre les choses en place, en fait. Est-ce que tu as un conseil de lecture à nous partager? Un conseil de lecture. Alors moi je lis pas mal de livres, enfin je suis très bon pour démarrer un livre et me dire ok je vois où il veut en venir et après je feuillette un petit peu et c'est bon. Du coup je lis pas mal de bouquins, alors j'en ai pas à côté de moi parce que je suis en train de déménager de bureau, mais il y en a un qui m'a vraiment aidé au début, ça s'appelle Work Less, Make More de James Schramko. Le titre parle de soi, hein, Work Less, Make More, donc
travaille moins, gagne plus d'argent. C'est littéralement ça. Et ça aide beaucoup au début à se dire déjà, se focaliser sur les bonnes choses. En fait, c'est surtout ça. Parce que on peut être tenté d'aller un peu, te se dire, ok, donc j'ai une offre qui fonctionne. Qu'est-ce que je fais maintenant, en fait? C'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière. Et il apprend, on sait encore quand on est marre, c'est comment passer de 0 à 1, ça on l'a fait. Et après c'est pour passer de 1 à 2, là c'est encore autre chose. Pour construire une équipe qui fonctionne et qui va durer dans le temps principalement. Enfin pouvoir vraiment passer en fait, c'est un peu le passage de solopreneur à entreprise. Et même si c'est pour la première étape de ce processus-là, en tout cas. Après, ça se complique encore derrière. Mais c'est un super voyage de se dire en fait, je suis plus juste moi qui essaie de vivre de mon activité sur Internet, mais là, c'est vraiment on crée une entité en fait. Et l'idée, c'est que tout ne dépend plus de moi en fait, parce que actuellement, c'est encore un petit peu ça. Mais l'idée, c'est que je sois là ou pas, il n'y ait plus vraiment de différence à long terme. Ouais. Pour les gens qui veulent découvrir ton travail, je mettrai les liens sur le blog. Est-ce que tu peux nous dire ça en audio pour les gens qui ne seront pas aller sur le blog? Alors, si tu veux suivre mon travail, tu peux aller sur Instagram, t'écris l'Exceller, ou alors tu tapes Excel, et dès que tu vois un moustachu, c'est que t'es au bon endroit. Donc tu vas voir Thomas l'Exceller, et tu vas trouver des dizaines, centaines même maintenant, de conseils, astuces sur Excel, si tu veux vraiment pouvoir bien maîtriser cet outil-là. Et c'est principalement là où je suis. Instagram, c'est le principal canal d'acquisition. Donc on crée du contenu là-dessus, et puis tu peux même voir des petits bouts de ma vie en story également. On essaie de varier un peu les sujets. Génial. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Déjà, à toi, Charlotte, pour me permettre de passer dans ce podcast. Et avec plaisir. Un grand merci aussi à ma femme qui a toujours été un soutien inconditionnel, et je la remercie énormément parce que au début, quand je lui ai dit « Chérie, je vais parler d'Excel sur Instagram », même moi, j'étais pas super convaincu. Je me suis dit qu'il y avait une opportunité, mais en fait, tant qu'on le fait pas, on peut pas savoir si ça va marcher. Et du coup, je la remercie vraiment de m'avoir soutenu là-dedans, même si elle m'a dit, elle comprenait pas forcément tout. Elle m'a dit, vas-y, fais-le. Et elle a toujours été là à me soutenir derrière, et pour ça, je peux que le remercier, parce que c'est en grande partie grâce à elle qu'on en est là. Un grand merci Thomas. Et puis de toute façon, on va suivre la suite, et puis on vous souhaite plein de bonheur à 4 du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Charlotte. Je te tiendrai au courant. Ah ouais, je compte sur toi. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine!